Cet après-midi, on va commencer avec une conférence introductive sur un sujet, puisque c'est vraiment l'objectif de ces journées, et en particulier de cette journée scientifique autour du Labex Distals, d'essayer d'amener le plus de multidisciplinarité possible. Et là, nous allons donc avoir un chercheur en philosophie qui participe à Distals et qui va nous parler de diagnostic précoce. Le droit de savoir a-t-il toujours un sens? Paul-Loup Veil-Dubuc. Merci beaucoup. Je voulais dire aussi que je suis très honoré de pouvoir m'exprimer ici, et aussi un peu stressé. Beaucoup manifestent bien le désir de connaître, mais une légère crispation de leurs traits, une imperceptible nervosité de leur voix tout à coup les trahit. C'est alors que le médecin doit avec prudence dorer la vérité. Doit, oui, car quoi qu'on en ait dit, dans cette connexion si mystérieuse du physique et du moral, qui peut dire que la vérité connue ne va pas déclencher un mécanisme de découragement, de peur, d'affolement, qui a conduit quelquefois le patient au suicide, et qui en tout cas ne favorise pas sa guérison. À la vérité, la plupart des malades ne réclament en fait de leur médecin qu'un mot léger, banal, dit d'une voix presque distraite. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grand-chose, qui comble très suffisamment leur pâle curiosité. Ce n'est pas moi qui parle, vous l'aurez peut-être deviné, mais le docteur Louis Porte, président du Conseil national de l'ordre, qui écrivait ceci en 1964 au sujet du patient, qu'il qualifiait ailleurs de jouet à peu près complètement aveugle, très douloureux et essentiellement passif, qui n'a qu'une connaissance objective très imparfaite de lui-même. En somme, le savoir médical serait une sorte de potion précieuse et rare, mais aussi une potion dangereuse lorsqu'elle se trouve aux mains des profanes pour lesquels elle est conçue. Si ce discours de Louis Porte sonne à nos oreilles comme le vestige d'un vieux discours paternaliste, c'est qu'aujourd'hui, l'accès du malade à l'information nous apparaît comme un principe fondamental de l'éthique du soin. Et ceci pour plusieurs raisons essentielles. J'en ai repéré 3. La première est la transformation du savoir médical. Aujourd'hui, comme on le sait, le savoir médical ne porte plus essentiellement sur les symptômes des maladies, mais étend son spectre aux multiples facteurs de risque, qu'ils soient génétiques ou environnementaux. C'est un savoir d'autant plus convoité qu'il permet à celui qui le détient d'anticiper la maladie, parfois avant l'apparition de symptômes, et donc éventuellement de se rassurer sur son propre sort, ou, dans le cas où des risques sont manifestes, de s'en prémunir ou de réaménager son existence. La deuxième raison pour laquelle le discours de Louis Porte nous semble si dépassé tient à une évolution sociologique, corrélée à cette évolution du savoir. C'est l'avènement d'un patient sentinelle, selon l'expression d'un anthropologue, à savoir d'un citoyen capable de se doter par lui-même, par Internet notamment, d'un savoir précis et individualisé sur sa santé. Un citoyen qui, avant même d'être diagnostiqué comme malade, anticipe les problèmes de santé qui peuvent se poser à lui. À ces deux évolutions correspond enfin une évolution juridique et morale bien connue, le mouvement des droits des malades, dont la loi de 2002 est emblématique en France. Dans ce contexte, le droit pour un patient d'être informé du diagnostic, éventuellement du pronostic et des conséquences des traitements qui lui sont proposés, est apparu comme une garantie fondamentale de l'autonomie. C'est ainsi que s'est affirmée dans le champ de la santé une idée qui déborde largement ce champ, celle d'un droit de savoir, voisine d'une autre idée de notre époque, celle de transparence. Et cette invocation d'un droit de savoir ou de la transparence se fonde sur un principe en soi difficilement contestable, la nécessité d'une information de tous les citoyens dans tous les domaines de l'existence, information qui puisse les disposer à décider de leur destinée, aussi bien comme individus que comme membres d'une communauté politique. C'est donc un discours apparemment bienfaisant, un discours apparemment émancipateur que cette défense et cette revendication d'un droit de savoir. La question que je voudrais poser maintenant est la suivante. Doit-on pour autant consacrer l'invocation systématique du droit de savoir? Doit-on penser que l'accès au savoir nous rend dans tous les cas plus libres? Je me garderai bien personnellement de le penser. Je dirais même que, bien au contraire, dans certains cas, et singulièrement dans le cas du diagnostic présymptomatique ou post-symptomatique des maladies neurodégénératives, auxquelles je vais m'intéresser ici, je dirais même que la revendication et l'exercice d'un droit de savoir risquent de se retourner contre la liberté humaine.
Et la raison de ce retournement paradoxal est simple. La quête du savoir peut procéder d'une sacralisation du savoir, de son acceptation passive et irréfléchie. Sapere aude et le courage de te servir de ta propre intelligence. Voilà donc la devise des Lumières, écrivait Kant dans Qu'est-ce que les Lumières, comme le rappelait hier Éric Fiat. Mais en disant ceci, Kant ne faisait pas l'éloge de n'importe quel savoir. Il faisait l'éloge d'un savoir bien particulier, le savoir critique, c'est-à-dire d'un savoir conscient de ses limites. La majorité, concept de Kant, consiste à pouvoir jeter sur le savoir sa propre lumière, c'est-à-dire à le critiquer. Et critiquer ne revient pas nécessairement pour Kant à contester ou à décrédibiliser un savoir. Cela suppose plutôt de s'interroger sur notre capacité à connaître ce que nous prétendons connaître et à poser des limites à cette capacité de connaissance. Sans un rapport critique au savoir, on demeure toujours, par paresse et par lâcheté, ce sont les mots de Kant, dans un rapport tutélaire à l'égard du savoir, voire dans un rapport de sidération ou dans un rapport de mystification. C'est pourquoi, au fond, on pourrait renvoyer dos à dos le paternalisme médical du docteur Louis Porte et la quête insatiable par ce patient sentinelle d'un savoir sur ses risques de maladie. Dans les deux cas, le savoir médical se voit attribuer une valeur d'autorité, que l'on ne peut a priori questionner. Et le droit de savoir serait le sésame qu'il faudrait à tout prix posséder. Certes, du paternalisme médical à la reconnaissance pour les profanes d'un droit de savoir, un progrès a été accompli, c'est celui du partage du savoir, de l'élargissement du cercle de ceux qui savent ou de ceux qui peuvent savoir. Mais le partage du savoir ne s'accompagne pas toujours de sa désacralisation. Et d'ailleurs, il n'y a aucune raison qu'il en soit ainsi. Ce n'est pas parce que le profane pénètre dans le sacré que, par miracle, le sacré devient profane. Et donner à un individu le droit de savoir sans lui offrir dans le même temps les outils d'une mise en cause ou au moins d'une relativisation de ce savoir, c'est d'une certaine façon l'aliéner, en le maintenant dans l'illusion qu'il accède à une vérité sacrée. Revenons maintenant au diagnostic présymptomatique de la maladie d'Alzheimer. Il est à mon avis très important de garder un rapport critique avec le savoir que nous délivre un tel diagnostic. Or, ce travail critique peut mettre au jour 4 pièges que ce savoir pourrait porter avec lui. Premier piège, ce savoir n'est pas toujours, contrairement aux apparences, entièrement librement consenti. Il est faux de le présenter comme le fruit d'une volonté individuelle qui aurait été libre de savoir ou de ne pas savoir et qui aurait finalement choisi de savoir. Pourquoi ? Parce que pour désirer savoir ou ne pas savoir, il faut déjà savoir qu'il y a quelque chose à savoir. C'est-à-dire qu'il faut déjà savoir que l'on ne sait pas. Or, ce savoir qu'il y a quelque chose à savoir ne fait pas l'objet lui-même d'un consentement. Il faut distinguer de ce point de vue 3 stades dans le savoir de la maladie. Un premier stade, lors duquel la personne ignore même qu'il y a quelque chose à savoir. Un deuxième stade, lors duquel la personne sait qu'il y a quelque chose à savoir sans savoir ce que c'est. Et un troisième stade, dans le cas où la personne a accepté de savoir si elle est porteuse de gènes à risque, ou l'a refusé. Si je me situe au premier stade, si j'ignore entièrement que je risque de développer la maladie d'Alzheimer, si j'ignore même jusqu'à la possibilité de recourir à un diagnostic, il n'y a alors aucune raison que je désire savoir. Dans ce cas, m'annoncer que j'ai le droit de savoir ou de ne pas savoir que j'ai la maladie d'Alzheimer, c'est déjà me transmettre une connaissance sans m'en demander la permission. C'est déjà introduire, insinuer en moi 2 idées angoissantes. Première idée angoissante, il y a des chances, et plus de chances que la moyenne, que je sois porteur de gènes à risque. Seconde idée, non moins angoissante, j'ai les moyens de savoir si je suis porteur de gènes à risque. Ces 2 idées sont inculquées en moi sans qu'on m'ait demandé mon avis. Et à ce premier stade de l'ignorance totale, il est impropre de parler d'un droit de savoir. Car pour qu'on puisse parler d'un droit de faire A, il faut aussi qu'on puisse parler réciproquement d'un droit de ne pas faire A. Or, ici, c'est impossible. Cette impossibilité de refuser cette connaissance précédant la connaissance diagnostique est très problématique. Supposons que ma sœur découvre qu'elle est porteuse de gènes à risque de développer la maladie d'Alzheimer et qu'elle décide de m'annoncer qu'il y a une probabilité non négligeable qu'il en soit de même pour moi. De quel droit viendra-t-elle me réveiller de mon ignorance et ainsi mettre fin à mon insouciance ?
On voit ici comment, paradoxalement, c'est plutôt le défenseur du droit de savoir qui risque de se faire paternaliste. C'est lui qui juge à ma place que j'aimerais savoir, que j'aimerais avoir le choix de savoir, ou de ne pas savoir que j'ai un risque. C'est lui qui juge qu'il doit me responsabiliser, selon un terme qu'on lit très souvent dans les rapports publics. Me responsabiliser, cela veut dire me rendre responsable d'un choix que je n'ai pas choisi. Comme si, sans cette possibilité de choix, je n'étais pas quelqu'un de responsable. Il se peut certes que la décision de responsabiliser quelqu'un soit bien vécue et appréciée par cette personne. Il se peut que même que cela relève, que cette responsabilisation relève d'une exigence de justice sociale, d'équité en matière d'accès à la santé. Et on peut enfin dire que nous vivons dans une société du risque et qu'il est quasiment impossible de ne pas se questionner sur ces risques. Tous ces arguments sont évidemment acceptables, mais de toute façon, il faut admettre que la personne qu'on prétend responsabiliser n'a pas choisi d'entrer dans le dilemme savoir ou ne pas savoir. Donc le premier piège que nous tend ce savoir diagnostique, c'est que finalement, il n'est pas librement consenti. Il suppose l'intervention de forces et de pressions extérieures mues par une volonté de savoir, comme cela a été dit, et qui vise à susciter en l'individu un désir de savoir. Qui se cache derrière cette injonction de savoir? Je n'ai pas forcément la réponse, mais c'est sans doute pour une part les pressions de la famille, peut-être bientôt les assurances, peut-être aussi le corps médical qui poursuit de façon tout à fait légitime des exigences de recherche. On peut toutefois contester que ces exigences de recherche se travestissent parfois sous un discours de liberté, d'autonomisation du patient. Le droit de savoir n'a donc de sens qu'au deuxième stade, lorsque la personne sait qu'elle pourrait présenter des risques et qu'elle peut le vérifier par des tests génétiques. Alors il lui est possible, et d'ailleurs heureusement qu'il lui est possible, de refuser de savoir en exprimant, comme on l'a vu, la volonté explicite. Et alors, si le choix de la question, savoir ou ne pas savoir, lui est imposé, au moins cette personne a-t-elle le choix de la réponse. Mais est-il bien raisonnable de penser que des personnes se sachant prédisposées à la maladie veuillent demeurer dans l'ignorance? Dans quelle mesure peuvent-elles supporter l'incertitude et la peur toujours présente d'une disparition progressive de leur capacité cognitive? Autre problème, dans quelle mesure supporteront-elles la culpabilité de risquer de mettre au monde des enfants potentiellement porteurs des mêmes gènes qu'eux, ou encore la culpabilité de rester dans une ignorance pouvant être jugée déloyale par leurs proches? Deuxième piège de ce savoir, il est performatif. Il prétend non seulement me dire ce que je suis, mais il prétend aussi me dire comment je dois me comporter. Il m'assigne non seulement une identité, mais aussi une direction à suivre. Car tout se passe comme si cette potentialité de développer la maladie, sous prétexte qu'elle est connue et mise en exergue par un test génétique, devait prendre le pas sur toutes les autres potentialités de mon existence. Tout se passe comme si, une fois le verdict du diagnostic tombé, je devais me représenter mon identité et mon existence par ce prisme restreint. Cette injonction à changer de vie et à changer de monde est d'ailleurs d'autant plus forte dans le cas des maladies neurodégénératives, en ce qu'elle touche précisément à cette identité et transforme radicalement l'existence de la personne. Comme y insistait Catherine Olivet, la personne, apprenant le diagnostic, est appelée à une métamorphose. Troisième limite de ce savoir prédictif, il s'agit d'un savoir qui, au lieu de générer de la certitude, génère de l'incertitude. C'est le paradoxe de cette médecine dite prédictive. Dans la majorité des cas, et si l'on fait exception des formes génétiques ou héréditaires de la maladie, la médecine prédictive ne délivre pas des informations certaines en réponse à des questions que l'on se pose. C'est précisément l'inverse. La médecine prédictive délivre des informations incertaines en réponse à des questions que l'on ne se pose pas. Je développe ces deux points. D'abord, la médecine prédictive délivre des informations incertaines. C'est une évidence dans le cas de la maladie d'Alzheimer. Il se peut très bien que je ne développe jamais la maladie pour laquelle on m'avait annoncé des prédispositions, à un stade donc asymptomatique.
Et inversement, il se peut que je développe la maladie sans qu'aient été identifiés les biomarqueurs associés aux gènes à risque. Voilà donc un savoir qui, au lieu de m'annoncer une réalité existante et présente en moi, comme peuvent l'être un virus ou une tumeur, m'annonce une réalité absente et seulement possible. C'est un savoir qui apporte avec lui une zone d'incertitude et une foule de questions auxquelles la personne est incapable de répondre. Vais-je développer cette maladie? Quand vais-je développer cette maladie? Un traitement sera-t-il disponible? Comment se manifesteront et comment vais-je vivre les premiers symptômes de la maladie? C'est encore là un paradoxe étonnant qu'avait souligné le sociologue Ulrich Beck dans son travail sur le risque, qu'en un temps où les technologies, et notamment les technologies du vivant, prétendent anticiper l'avenir, abolir les accidents et les hasards, l'incertitude n'est pourtant jamais été aussi forte. La biotechnologie fait surgir une infinité de possibilités. Deuxième point, ce savoir incertain constitue une réponse à des questions que la personne ne se pose pas, et serait-on tenté de dire qu'ils ne lui appartiennent pas? La raison en est que l'annonce d'un diagnostic de prédisposition n'est pas un savoir vécu, mais un savoir strictement intellectuel. Ce n'est pas comme un grain de beauté que je verrai sur mon corps. La personne ne peut pas l'éprouver dans son corps et il n'y a pas un accès privilégié. Au fond, les médecins les médecins et les proches de la personne peuvent en avoir la même connaissance, même si, bien sûr, les perceptions diffèrent. Autrement dit, non seulement ce savoir est pourvoyeur d'incertitudes, mais plus encore, il vient s'immiscer en nous sans que nous l'ayons convoqué. Tout se passe comme si l'incertitude devait se substituer à l'ignorance. Dernier piège tendu par ce savoir prédictif précoce, il nous paraît infini. Et cette perception d'un savoir infini tient d'abord à son objet, le génome, qui s'apparente, pour nous, profanes en tout cas, à un puits sans fond. On pourra toujours aller plus loin, pense-t-on, dans la recherche génétique et affiner notre savoir sur les probabilités de survenue de la maladie d'Alzheimer. Mais cette perception d'un savoir infini tient aussi au sujet de ce savoir, l'homme, dont le désir infini de savoir se heurte aux obstacles que sont à la fois la finitude de la science, capable de former des vérités seulement provisoires, et l'interférence toujours possible d'autres intérêts que les intérêts scientifiques. Finalement, nous ne sommes jamais vraiment en mesure de pouvoir juger si notre droit de savoir est respecté ou non. C'est toute la difficulté aussi de la notion de transparence. La transparence n'est pas vérifiable. Le soupçon est toujours possible. Donc, le droit de savoir ne peut pas vraiment être honoré. Et toutes les mesures de transparence imaginables, aussi nécessaires soient-elles, ne viendront jamais à bout des suspicions et des inquiétudes. Voilà, pour conclure, donc, les principales limites de ce savoir précoce, c'est un savoir qui n'est pas consenti, c'est un savoir performatif qui me dit ce que je dois faire, c'est un savoir qui génère de l'incertitude et prétend répondre de façon incertaine à des questions que je ne me pose pas, c'est enfin un savoir infini. Alors, comment doit-on faire face à ce savoir nouveau? Doit-on fermer les yeux et en interdire l'accès? Bien sûr, ce n'est pas possible. Doit-on accepter, comme le disait le docteur Louis Porte, que la vérité sur la maladie soit dorée? Bien évidemment que non, ce serait impossible, et cela reviendrait à renoncer à la recherche de traitement. Je voulais seulement dire que cette invocation du droit de savoir se présente à tort comme un discours de liberté, et qu'un travail critique s'impose qui puisse en faire ressortir les servitudes et les doutes qu'il contient, aussi bien de la part de ceux qui le transmettent, les soignants, que de ceux qui le reçoivent. Je vous remercie.